transformation organisée par l'Ordre régional de Paris-Île-de-France. On est vraiment ravis de vous retrouver pour poursuivre les efforts de l'institution qui ont été faits lors de la saison précédente pour aider les cabinets à passer ce cap de la transformation et surtout à accompagner leurs clients. Alors pour ça, aujourd'hui, je suis ravi d'animer cet atelier avec Virginie Roitman. Bonjour Virginie, présidente du Conseil régional de l'Ordre Paris-Île-de-France, et Ludovic Mello. Bonjour. Qui va aujourd'hui nous parler de ce premier sujet consacré à une sorte de méthodologie et vision d'ensemble de la transformation du cabinet. On aura l'occasion de détailler au cours de cette saison en 8 épisodes des processus, des méthodes très concrètes pour transformer votre cabinet et accompagner vos clients. Et l'objectif de ce premier atelier, avant de rentrer dans le détail, c'était de donner déjà une méthodologie, des règles qui vont vous guider tout au long des ateliers suivants. Alors, avant d'aller plus loin, on va peut-être faire un premier focus sur cette première saison qui s'est déroulée, puisqu'on prend la suite. Virginie, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça s'est passé de ton point de vue, ce que tu en as retiré? Alors, tu veux, Julien, un résumé des épisodes précédents de la saison 1? C'est exactement ça. Donc, alors, dans cette saison 1, pour ceux qui reprennent peut-être cette saison 2 là, à la volée, l'objectif, en fait, était une forte sensibilisation à la transformation des cabinets. Vous allez refaire le constat tout à l'heure, mais en fait, nous, êtres humains, c'était évident que pour changer, on a besoin d'être un petit peu chahuté. Et là, expert comptable, on a besoin de changer. C'est la première fois dans l'histoire de notre métier que nous devons changer pour préparer notre cabinet à ce qui va se passer demain. On change très facilement, nous, les êtres humains, quand il y a un danger imminent. Et là, le danger qui est pour moi une réelle opportunité, c'est la facture électronique. Fort de ce constat de facture électronique, nous, dans nos cabinets, nous allons devoir changer nos process. Donc, on va avoir une adaptation technologique. Alors ça, c'est pas un changement. Enfin, c'est un changement, mais on le connaît par cœur, nous, experts comptables. Ça fait 50 ans, 60 ans, depuis que la profession existe, qu'on sait traverser les changements, les changements technologiques. Moi, quand j'ai commencé en cabinet, il y avait encore des secrétaires qui tapaient des liasses fiscales à la machine à écrire. Donc là, maintenant, ça fera rire tout le monde. Donc, fort de ce constat où on doit changer, moi, j'ai imaginé et fort de mon expérience de chef d'entreprise, parce que je suis expert comptable dans un cabinet de 13-14 personnes, ça dépend des jours, et ça fait 5-6 ans que j'essaye de transformer mes pratiques professionnelles dans mon cabinet. Ça fait 5-6 ans que j'ai vraiment beaucoup de difficultés et que j'ai compris qu'en fait, la transformation ne s'improvisait pas et qu'il y avait des réelles méthodes pour changer nos pratiques. Donc, cette saison 1, il y a eu 3 thèmes. Le premier thème, ça a été que nous, experts comptables, on doit comprendre de lâcher peut-être un peu la technique et d'avoir une posture plus d'expert comptable que de technicien. C'est super facile à dire. Voilà, et ça semble un peu bateau. Ça semble évident, mais c'est assez compliqué à faire de lâcher ces pratiques. Surtout quand on a un expert comptable francilien, qu'on a 5, 3, 8 collaborateurs, on est souvent les mains dans le cambouis et très présent dans la technique. Donc là, on prend du recul, il faut trouver une stratégie, il faut se demander où est-ce qu'on veut aller. La facture électronique nous oblige à un moment donné à se poser des questions sur les clients. Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on les accepte pas? Donc déjà, les 3 premiers ateliers, c'était sur cette posture de chef d'entreprise indispensable pour avoir du recul et orienter le cabinet. Le deuxième, c'est comme on est une profession qui bossons avec des collabs, après, il faut embarquer les collabs. Quand on sait où on veut aller, on embarque les collabs. 3 ateliers sur le comment.
Ça, c'est encore plus compliqué parce qu'on a beaucoup de turnover. Donc, on va dire que le turnover que nous avons et ces cycles qui sont des cycles longs sont parfois un petit peu incompatibles. Donc, comment on fait? Donc, moi j'attends encore toutes les réponses aujourd'hui. Je vous dis, vous avez une pression extraordinaire. Et après, il y a un sujet que j'aime beaucoup aborder, qui nous met assez mal à l'aise, nous les experts comptables, c'est la vente. Et donc, c'était comment vendre. Je pense que notre spécialité, nous experts comptables, c'est de faire des prestations gratuites parce que ça nous économise une proposition commerciale, ça nous économise un rendu, et comme on n'a pas le temps, en fait, ça nous arrange bien de faire ce petit conseil top là, mais le petit conseil top là, c'est un peu la mission de demain. Donc je la fais en bref. Voilà cette saison 1. Et pour cette où on a fixé les grandes lignes. Pour cette saison 2. Donc là, c'était le résumé de la saison 1. Voilà, résumé de la saison 1. Si on peut donner envie du coup de regarder la saison 2, comme dans toute bonne série. Voilà, donc déjà vous pouvez regarder, vous les avez dans le slide d'après, le lien pour revoir tous les épisodes de la saison 1. Donc à chaque fois, on avait un triptyque. Hein. Alors l'année dernière, c'était moi à la place de Julien, je faisais l'animatrice et à chaque fois, il y avait un sachant et un témoignage d'experts comptables parce que c'est facile hein, de voir comme ça des gens, on est là, on est tous les trois assis, on vous dit des trucs, mais moi je comprends que derrière votre écran ou quand vous êtes là au 50 rue de Londres en présentiel, vous vous dites ok, mais ça de toute manière ça peut pas se faire en cabinet. De toute manière ça c'est même pas en rêve, on n'y arrivera jamais. Enfin voilà, ils délirent, on voit bien qu'ils connaissent pas la vie de cabinet. Donc à chaque fois il y a un témoignage d'expert comptable qui l'a mis en place dans son cabinet. À chaque fois. On va dire qu'aujourd'hui c'est moi qui vais faire l'expert comptable. Et j'en suis ravie parce que c'est mon rôle préféré dans la vie. Donc, vous avez donc pour cette saison 1 les replays qui sont disponibles. Et cette saison 2, on a voulu qu'elle soit beaucoup plus pratique. Et la question, c'est, OK, concrètement parlant, on a le choix, on peut développer quelle mission et comment on va faire. Donc, les ateliers de la saison 2, donc on reprend aujourd'hui avec ce premier épisode où on reprend un peu de théorie, où on va donner, mais quand même, on va vous donner quand même le comment comment vous préparez votre cabinet à cette transformation. On vous parlera dans cette saison 2 du full service. Toutes les missions de full service qui sont à notre disposition, nous experts comptables, dans nos petits, moyens, gros cabinets, ce sont des missions accessibles pour tous les cabinets. Donc, le 8 novembre, donc, je vous propose de le réserver directement dans vos agendas, lui demande parce que c'est proche. On va vous présenter la démarche pour mettre en place des missions de full service et après on va vous parler de la facture électronique, de l'ECF, de la mission de facturation recouvrement et de la mission de règlement fournisseur. Et comme la saison 1, on sera là tous ensemble le 4 juillet pour fêter et l'indépendance américaine et surtout la fin de cette saison avec un petit cocktail et pouvoir se parler et s'aider. Voilà la volonté de cette saison 2. Très bien, c'est parfait, très bien résumé, merci beaucoup. Effectivement, donc l'objectif de ce premier épisode, c'est de parler de la préparation de la transformation, parce qu'on va voir qu'il n'est pas possible de démarrer tout de suite, s'attaquer tout de suite à une mission sans avoir mené une réflexion un petit peu en amont. Donc on verra ça aujourd'hui. Et après, dès le deuxième épisode, on sera effectivement dans quelque chose de très axé sur le full service qu'on déclinera dans toute une série d'ateliers qui traiteront de façon très concrète des missions très concrètes aussi. Voilà un petit peu la présentation. Donc, vous l'aurez compris, un des buts du jeu aujourd'hui, ça va être d'écouter Ludovic, mais beaucoup le challenger, lui poser beaucoup de questions, et ça sera un peu notre rôle. Donc, le programme d'aujourd'hui, peut-être en quelques lignes, et après je te laisserai évidemment y aller. On va parler de pourquoi est-ce qu'il faut aller sur de nouvelles missions, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'y aller, puisqu'on peut s'interroger, on le verra. Une fois qu'on a vu pourquoi, quelle mission est-ce qu'il faut développer,
comment trouver ces bonnes missions, puisqu'on verra que dans l'absolu, il n'y a pas des bonnes missions qui sont bonnes pour tout le monde, mais que chaque cabinet doit s'interroger sur les missions qui sont bonnes pour lui-même, les 4 facteurs clés de succès pour développer les nouvelles missions, et après, évidemment, il y aura un temps qui est consacré aux questions-réponses. Là-dessus, donc vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat à n'importe quel moment. On a prévu un temps spécialement pour ça à la fin, mais moi, je les vois s'afficher au fur et à mesure de l'échange. Donc, s'il y a des questions, j'en prendrai peut-être en cours. Sinon, on traitera à la fin, c'est comme vous souhaitez, mais en tout cas, elles apparaissent à l'écran. Je les verrai apparaître à l'écran. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut y aller? Parfait. On est prêt. T'es prêt, Ludovic? C'est moi alors du coup. Ouais. Ok, bon bah bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Donc je voudrais juste rebondir sur 2-3 choses qui ont été dites à propos de ce changement, de cette transformation. C'est vrai que souvent dans les cabinets qu'on accompagne, dans les formations, dans les conférences, les retours qu'on a, c'est que c'est un peu anxiogène parce que il y a beaucoup de choses à changer sur beaucoup de dimensions des cabinets. Alors, il faut se détendre un petit peu avec ça parce que il va pas y avoir de grand soir pour la transformation. On va pas tout changer du jour au lendemain et on va pas appuyer sur un bouton le 31/12 en se disant OK, maintenant mon cabinet l'a complètement changé. Et puis, comme l'a dit Virginie, on va définir un plan parce qu'il faut définir un plan et une méthode. Je sais que c'est souvent compliqué pour les experts comptables, pas parce qu'ils sont pas capables, bien évidemment, mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Je sais que vous avez jamais le temps et que donc on se dit, si on essayait d'économiser du temps, et en général, on économise du temps sur la phase de préparation et on se lance tout de suite, quoi. Et c'est pas une très bonne idée. Il faut prendre le temps de cette réflexion, de se poser et d'organiser le cabinet. Parce que oui, il va falloir organiser la production et la commercialisation des nouvelles missions, c'est une évidence, mais on va voir que ça va avoir un impact sur la mission traditionnelle, sur la mission de base, et il va falloir réorganiser la mission de base aussi si on veut faire ces nouvelles missions, si on veut être en mesure de faire ces nouvelles missions. Et ça, évidemment, c'est pas facile. Donc cette phase de préparation, elle est vraiment importante. Ceci étant dit, donc on va revoir un petit peu quelques éléments d'ensemble, la vue d'ensemble de pourquoi après tout il faut faire des nouvelles missions. Et donc on a une petite question pour vous que vous voyez sur l'écran. Donc il vous suffit de flasher le code barre. Et normalement, ça doit vous mettre directement sur la page de Slido pour répondre à la question. Ou alors, si vous n'y arrivez pas, si ça marche pas, si vous avez, si votre téléphone ne fonctionne pas, eh ben vous allez directement sur slido.com et vous tapez le code qui n'est pas instinctif, mais j'ai un tout petit peu oublié de le changer. Donc la question, quelle est la part des missions hors compta juridique social traditionnel dans le chiffre d'affaires de votre cabinet? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, évidemment, c'est juste voilà, un ordre de grandeur pour avoir une petite idée. Oui, je profite de ce temps-là. Il y a une première question sur la question traditionnelle sur est-ce que le support sera envoyé à la fin. Effectivement, j'ai oublié de le dire, donc on peut dire que oui, vous aurez le support. C'est pas pourtant qu'il faut partir, donc n'hésitez pas à rester, mais le support sera envoyé. Et le replay aussi. Et là, il n'y a plus personne. Ah, on peut aller au bar. OK. Donc, on voit que les réponses sont assez franches. Globalement, on a une petite moitié d'entre vous qui réalisent moins de 5% de leur chiffre d'affaires dans ce type d'activité hors mission traditionnelle. Donc, du coup, c'est pas grave, j'allais dire. En tout cas, vous êtes dans la norme à peu près de la profession, parce que dans la profession, l'essentiel du chiffre d'affaires est encore issu effectivement de ces missions traditionnelles. Et comme dit Virginie, c'est vraiment important, mais il y avait une très bonne nouvelle dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces missions traditionnelles, le modèle des cabinets, il était fait
On facturait bien ces missions traditionnelles, faut pas trop se mentir. Et comme on les facturait bien, ça nous permettait de faire du conseil additionnel, de l'accompagnement additionnel, parce qu'aujourd'hui, quand on dit aux experts comptables, faut faire du conseil, faut faire de l'accompagnement, etc., ils nous disent, t'es gentil gamin, mais moi j'en fais depuis 20 ans. Mais comme tu disais, on est très fort pour donner des conseils, un peu moins fort pour les vendre. Et en fait, notre modèle, jusqu'à maintenant, nous permettait de subventionner, entre guillemets, les activités de conseil et d'accompagnement par une activité traditionnelle qui était bien rentable. Et comme tu l'as dit aussi, c'était super confort parce qu'on n'avait pas à parler d'argent, on n'avait pas à facturer et la vie était belle. Comme nous, on n'aime pas trop faire ça, nos collaborateurs non plus et tout allait bien. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une répartition du chiffre d'affaires. Donc, ces données, elles sont issues de la dernière étude des Moulins qui date donc de 2020 et où on a interrogé les experts comptables. Donc, il y avait à peu près 700 réponses, donc ça commence à être bien significatif. Et ce qu'on voit, c'est que les missions traditionnelles, elles représentent plus de 85%, environ 85% du chiffre d'affaires des cabinets. Là-dessus, c'est une question qu'on peut se poser, c'est justement de se dire si les cabinets arrivent de façon globale à tourner et à prospérer entre guillemets, c'est vrai que tu me corrigeras peut-être, mais avec autant de chiffres d'affaires basés sur des missions traditionnelles, pourquoi s'embêter à aller chercher des missions qui paraissent plus techniques, plus compliquées, convaincre des équipes, mettre en place des process, alors qu'a priori ça a l'air de tourner de cette façon. Il est taquin. On m'avait pas prévenu du côté taquin et quand je suis venu moi gentiment, mais alors oui, évidemment tu as raison, mais c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça c'est entre guillemets un héritage du modèle traditionnel. Le seul petit problème, c'est que le chiffre d'affaires, le panier moyen sur ces activités traditionnelles, il baisse. Donc il y a pas de chiffres ultra récents, mais dans les derniers chiffres qu'on avait, on voyait que le panier moyen d'une mission d'expertise, en fait, avait baissé d'à peu près 20%, d'un peu plus de 20%, et les chiffres, c'était entre 2002 et 2016. Donc, on n'a pas trop de chiffres après, mais sur cette période-là, donc en euros courants, hein, donc ça veut dire que si tu enlèves plutôt l'inflation, on a une baisse du panier moyen qui est à peu près de 35%. Et 2016, c'est la préhistoire des outils qui automatisent, quoi. Et donc, du coup, on va avoir, avec cette automatisation, il y a un truc tout simple, c'est que le chef d'entreprise, bien sûr, il adore son expert comptable, il adore les collaborateurs avec qui il a confiance, tout va bien, toutes les enquêtes le montrent, ok. Mais le problème, c'est que quand une partie de la prestation est prise en charge par une machine, autant il veut bien payer quand c'est quelqu'un qui fait le travail avec ses petits doigts et son cerveau, etc. Mais quand c'est une machine qui le fait, bah, ça fait une pression sur les honoraires. Et donc, on a un panier moyen qui baisse, avant même qu'on ait des outils réellement de plus en plus efficaces, sans parler de ce que, on en redira un mot évidemment tout à l'heure, ce que disait Virginie, c'est que la facture électronique, ça va changer un tout petit peu la donne, quoi. Donc oui, aujourd'hui c'est comme ça et on vit comme ça, mais ça a eu payé, mais ça risque de plus trop payer, quoi. Ok, c'est très clair. J'ai une petite question technique. J'ai quelqu'un qui dit on entend très mal. J'ai qu'une personne qui dit ça dans le chat. Donc, si jamais il y a d'autres personnes qui ont ce problème, n'hésitez pas à le dire, que je puisse le signaler. Là. Ouais. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne. Je pense à une chose, je le dis maintenant, je le dis au moment où viennent les choses, comme ça sera plus simple. Dans ce que disait Virginie tout à l'heure, la très très bonne nouvelle, on parle beaucoup de nouvelles missions et on va passer toute la saison à parler de nouvelles missions. La très très bonne nouvelle, c'est que le terme de nouvelle mission, il est peut-être pas très juste. Il est peut-être pas très juste parce qu'en fait, dans ces nouvelles missions, il y en a pas mal que l'on fait déjà. C'est le conseil comptable dont tu parlais tout à l'heure, c'est le petit prévis, c'est la petite situation, c'est les petites choses comme ça. Enfin, quand je dis petit, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais c'est des tâches que on fait déjà, mais qui aujourd'hui sont pas identifiées, donc sont pas identifiées par le cabinet, donc pas identifiées par le client et donc pas facturées en tant que telles. Et le client, il a toujours l'impression de payer pour une prestation comptable améliorée, bien évidemment, parce qu'il sait qu'il y a des bouts de conseil et d'accompagnement là-dedans, mais c'est pas ça qu'on lui fait payer. On lui fait payer une prestation
technique et de production, alors que ce qui a de la valeur pour lui, ce qui a le plus de valeur pour lui, ce qui a le plus d'utilité pour lui pour piloter sa boîte, eh ben, ce sont toutes les tâches qui ne sont pas identifiées et pas facturées. Et un des enjeux, ça va être effectivement de basculer, de changer de modèle, parce que ce qu'on va facturer, ben, ça va être toutes ces missions de conseil et d'accompagnement au sens large pour le coup, et de moins en moins la prestation comptable, parce qu'elle va être de plus en plus prise en charge par des outils. Parce que là, Ludovic, on est très auto-centré. En se disant, donc, on va se transformer. Donc, on a parlé de l'expert comptable, du collaborateur, de savoir vendre, mais bien évidemment, en face, il y a un client. J'ai eu la chance en début d'année là d'intervenir pour la fédération des esthéticiennes et des spas. Et en préparant le petit webinaire, donc, où bien évidemment, mon job, c'était de mettre en valeur le rôle de l'expert comptable dans tous ces salons d'esthétique, etc. En préparant le webinaire, la présidente de la fédération qui possède 4-5 instituts d'esthétique, elle me dit, bon, moi, j'adore mon expert comptable, mais vous vous rendez compte, pendant le Covid, mais quand il m'a fait l'activité partielle, les fonds de solidarité, les trucs, vous vous rendez compte? Il me l'a facturé. Et je lui ai dit, mais vous avez vraiment raison de le dire. Alors je lui ai répondu, vous savez, moi aussi, quand je vais chez l'esthéticienne, hein, quand je demande un truc en plus, on me le facture. Et je lui ai dit, vous avez raison de mettre le point là-dessus. Nous, les experts comptables, nous sommes des handicapés de la vente. Il n'est pas normal, en fait, que nos clients aujourd'hui s'étonnent que quelque chose de fait en plus soit facturé. Et ça, c'est une énorme transformation. Et il faut commencer, je pense, dans cette transformation déjà à préparer nos clients. Et même si on change rien dans la transfo, commençons juste à facturer le truc du coin de table. Commençons déjà comme ça pour préparer les clients. Parce que dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand on va voir la nouvelle mission, le truc, si le client pense que tout est gratuit, on va avoir cette dimension commerciale qui va être compliquée. Alors ça, c'est évidemment un vrai problème, parce que en fait, mais c'est un héritage effectivement du modèle dont on parlait tout à l'heure, c'est que vous, les experts comptables, la profession, vous nous avez, nous les chefs d'entreprise, très mal éduqués. Vous nous avez très mal éduqués parce que, et c'est sans doute aussi beaucoup pour ça qu'on vous aime beaucoup, c'est que vous avez des connaissances dans un paquet de domaines qui concernent la vie de mon entreprise, vous êtes relativement disponible, vous répondez dans 90% des cas aux questions qui pour moi sont des questions surréalistes, de complexité. Vous y répondez pim pim du tac au tac comme ça, et dans 95% de ces 95% des cas, c'est gratuit. Et vous m'avez éduqué comme ça. Alors aujourd'hui, comment me rééduquer? Oui. Alors ça, pour le coup, c'est une question complexe et qui vient souvent. Alors moi, c'est un conseil que je donne souvent. Tu peux répondre sans me le facturer, Ludovic? Parce que toi, là, j'ai l'impression de voir un avocat. Quand je vois, ah oui, la question est complexe, ça va me demander beaucoup de réflexion. Exactement ce qu'on ne sait pas faire. Hein. Donc, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, le faire gratuitement pour nous aujourd'hui alors? Alors, je vais faire une exception à mes principes et je vais le faire gratuitement pour vous. Mais ceci dit, la comparaison avec l'avocat, elle est bonne. On ne va pas devenir comme des avocats, évidemment, c'est pas le but du jeu. Mais sauf que moi, dans ma tête de chef d'entreprise, quand j'appelle mon expert comptable, je sais que dans 95% des cas, c'est gratuit. Quand j'appelle mon avocat, je sais que au moment où l'assistante répond, le compteur tourne, quoi, et que ça va être payant. Donc moi, pour rééduquer les clients, c'est très très compliqué. Donc moi, un des conseils que je donne souvent au cabinet que j'accompagne, c'est de cette réflexion sur les nouvelles missions, la nouvelle offre du cabinet. En fait, il faut la construire pour le client qui n'est pas encore là, le client qui n'existe pas aujourd'hui. Parce que quand on réfléchit avec ses clients actuels, on a toujours « Ah ouais, mais ce client, il ne voudra jamais payer, mais celui-là, ça ne marchera pas, mais celui-là, c'est… » Donc, on va construire une offre, un positionnement de cabinet. On va se dire, le prospect qui arrive demain matin, lui, on va lui dire « Moi, mon métier, c'est pas
de faire des déclarations de TVA et d'Elias. Bien sûr, je le fais parce que ça en fait partie, mais c'est pas ça que je te vends. La valeur que je t'apporte, c'est mon conseil, c'est mon accompagnement au pilotage, en trésor, en administratif, en je ne sais quoi. Mais ce que tu vas payer, c'est ça. Et donc, on va faire une rééducation. On va commencer par éduquer les nouveaux avant d'essayer de rééduquer les anciens. Et dans les anciens, il y en a qu'on va pouvoir rééduquer, et puis il y en a qui vont être incurables. Il y en a qui vont être incurables. Alors, soit ils sont incurables et en plus, ils sont pénibles, ils payent mal. Donc là, la solution, elle est toute trouvée. Il va falloir se séparer des clients. Soit ils sont sympas, rentables. On va pas changer le modèle, quoi. On va garder ce modèle-là, mais donc le pendant de ça, c'est que ça veut dire que pendant un petit moment, on va marcher avec deux modèles concomitants. Quand je disais qu'il n'y a pas de grand soir, va falloir gérer cette transition, et ça, pour le coup, c'est pas facile, mais il faut après être clair sur ce qu'on propose, comment on se positionne vis-à-vis des nouveaux clients. Et le nouveau client qui vient et qui veut pas cet accompagnement, qui veut juste une liasse et des déclarations de TVA, il trouvera son bonheur chez un confrère ou sur une plateforme ou je ne sais quoi. Donc là, il est question de segmentation client. On commence à rentrer dans la segmentation client. On va en reparler tout à l'heure. Je suis obligé un peu de ramener au slide. Oui, il est pénible. Je vais dérouler le timing. Alors, donc du coup, donc on va revenir là-dessus justement. Enfin, c'est ce que je veux dire sur la segmentation. Comme tu veux. Voilà. Non, vas-y. Donc pour répondre à ta question d'il y a 10 minutes, pourquoi développer des nouvelles missions? Parce que on voit que le panier moyen baisse depuis des années, et puis qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Au contraire, il y a de fortes chances que ça s'accélère. Pourquoi? Et d'une, parce que une multiplication d'outils de plus en plus performants, mais aussi qui crée un environnement de plus en plus complexe. Et puis cette fameuse facture électronique dont on dira quelques mots après. Donc cette infographie, alors je sais qu'il est sorti il y a quelques jours, c'est pas la peine que tu fasses le malin. Je sais qu'il y en a une nouvelle qui est sortie il y a quelques jours, mais elle était moins lisible sur l'écran. En fait, elle recense une partie, parce que c'est impossible de faire une infographie qui soit exhaustive, une partie des logiciels des outils qui interviennent quelque part dans l'écosystème des experts comptables. Et ce qu'on voit, c'est que ces outils, ils ont deux grandes caractéristiques. La première, c'est que ils s'attachent à un tout petit bout de la mission ou de la périphérie de la mission. Ça va être la facturation, ça va être la récupération des pièces, ça va être je ne sais quoi, la gestion interne, etc. Donc, ils s'attachent à un petit bout. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on gère plusieurs outils différents, qu'on apprenne à composer avec des outils différents. Or, toujours pour revenir sur le modèle traditionnel du cabinet, on a quand même été élevé un petit peu dans le culte de l'objet unique et magique qui faisait papa-maman et qui faisait tout. C'est ce que j'allais dire, Ludo. On mettrait cette carte il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pense qu'on aurait 5 acteurs. Sedge, Cégide, Ibiza, EBP, ACD, il y aurait 5 acteurs. Et voilà, en 10 ans, c'est vraiment en fait la caricature de l'ancien monde avec le nouveau monde. Et nous, experts comptables, là, on est dans ce monde-là et il faut retrouver ces petits. Alors, dans un cabinet comme le mien de 13 collabs, bien évidemment, j'ai pas du tout tous les outils. Bien sûr. Et comme je peux pas avoir tous les outils parce que je peux pas tous les maîtriser, si je prends la vue de l'outil, je suis obligée à un moment donné de me dire, je dois en choisir. Et le je dois en choisir, c'est je réponds à quelle mission, je vais faire quelle mission et je vais répondre à quel client. Et cette cartographie, en fait, nous oblige à cette réflexion. Exactement, parce que, alors là, c'est un point qui est vraiment, vraiment important et qui vient heurter une deuxième caractéristique forte des experts comptables, c'est souvent de démarrer la réflexion par l'outil. Et on le voit, il suffit d'aller, il y avait le congrès il y a quelques semaines, il suffit d'aller au congrès pour voir les stands des éditeurs, si on avait les données pour voir le chiffre d'affaires qu'ils font au moment du congrès par rapport au reste de l'année, ça serait flagrant. Et donc, on va démarrer par l'outil. Ouais, j'ai vu les ateliers de la transformation numéro 1. Il faut faire des nouvelles missions. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Je vais acheter un outil qui fait des nouvelles missions, quoi. Et là, évidemment, ça marche pas. Ça me fait penser à la phrase de Maslow. C'est quand ton seul outil est un marteau,
tu verras tous les problèmes comme un clou, quoi. Donc, si tu achètes un outil au début, tu vas essayer de faire rentrer tes clients, tes collabs, tes missions dans l'outil, quoi. Et au final, ça marche pas. Et donc, il faut avoir une vision de ces outils. Et comme tu le dis, on voit tout de suite, évidemment, que c'est pas possible. On peut pas maîtriser tous ces outils. Donc, il va falloir trouver des moyens, des techniques nouvelles pour, dans un cabinet, notamment dans les petits cabinets, pour avoir une idée de ces outils, de leur adéquation avec nos besoins, etc. Donc ça, des méthodes, il y a effectivement les échanges entre confrères, il y a la fameuse plateforme de l'ordre, la plateforme Pont, qui est faite pour ça, pour aider les petits cabinets à avoir l'avis de leurs confrères sur certains outils pour voir s'ils sont bien adaptés. Mais c'est vraiment, vraiment fondamental parce que le grand danger, je disais tout à l'heure qu'il y avait deux caractéristiques à ces outils. La deuxième, c'est que il y en a une bonne partie d'entre eux qui s'adressent au chef d'entreprise, pas à l'expert comptable. Alors l'expert comptable, il va devoir faire avec. Et du coup, le grand danger, c'est que vos clients, ils déboulent avec leur outil, mais que cet outil, ils l'ont choisi, ils n'ont aucune légitimité pour le choisir, évidemment. Donc, ils l'ont choisi parce qu'ils ont discuté avec un pote au bistrot ou au resto et qui, lui, le trouvait génial. Mais lui, il va débarquer. Le risque, votre client, il débarque avec un outil qui ne va pas du tout rentrer dans vos process et qui va mettre le bis dans vos process. Et donc, moi, dans ma tête de client, je me dis, j'ai un outil qui automatise, on va gagner du temps, le cabinet va gagner du temps, sauf que vous n'allez pas gagner de temps du tout, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir maîtriser ces outils pour être force de proposition et les proposer à vos clients pour éviter que ces clients déboulent chacun avec son outil, parce que sinon, ça va être la cata. Et concrètement parlant, là, aujourd'hui, notre enjeu de demain, mais demain, c'est la facture électronique. Comment nos clients vont faire cette facture électronique, sur quel support, comment on va s'organiser avec eux? Alors, pour le coup, la problématique est exactement la même sur la question de l'outil, de comment ils vont faire pour la facture électronique. C'est qu'aujourd'hui, le paysage est à peu près clair, mais pas super clair non plus. Et on sait qu'il va y avoir plein de plateformes privées qui vont faire l'interface entre les cabinets et la plateforme centrale. Le danger, c'est que si on commence pas dès maintenant, si vous commencez pas dès maintenant, les experts comptables, à accompagner vos clients dans cette démarche, chacun va débouler avec sa plateforme. Et cette plateforme, il va l'avoir comment? Il va l'avoir soit en regardant la télé, soit en étant démarché. L'autre jour, je discutais avec une de vos consoeurs et on parlait de ça, et elle nous disait, elle a un de ses clients qui a été contacté par un éditeur de logiciels pour l'accompagner dans la facture électronique pour un budget modeste de 300 € par mois, ce qui, au passage, est à peu près le budget moyen d'un expert de vos honoraires, comme ça. L'accompagner comment? On n'en sait rien, on ne sait pas. Elle a eu le réflexe de dire à son expert comptable, tiens, il y a machin qui m'a appelé pour ça, et l'expert comptable lui a dit, mais non, nous, on va t'accompagner là-dedans. Mais il faut dès maintenant, on parlait tout à l'heure d'éducation, etc., il faut dès maintenant éduquer les clients et me mettre dans la tête qu'il va y avoir la facture électronique, que j'aurai pas le choix, que ça marche dans tous les pays, il n'y a pas de raison que ça marche pas chez nous, ils feront pas marche arrière, et que moi, expert comptable, cabinet d'expertise comptable, je vais t'accompagner à toutes les étapes de ça. Parce que, et comment ils vont faire? Et là, on peut commencer dès maintenant à leur mettre dans la tête la petite musique de la facture électronique, et puis à commencer à les équiper d'un logiciel de facturation. Globalement, il y en a quand même plus de la moitié qui n'ont pas de logiciel de facturation, donc ça serait déjà un bon début. Mais ça, ce marché, il est pour vous à 100%, sauf que les autres, les méchants, ceux de l'extérieur, puis eux, ils n'ont pas d'état d'âme pour vendre. Hein. Les barbares, c'est ça, c'est les barbares pour les moulins. Oui. Donc les outils, c'est une question à la fois de production, ce que tu dis, c'est à la fois une question de changer la production du cabinet, mais c'est aussi une question de souveraineté presque sur les flux. Oui. Il y a un enjeu et puis là, avec la facture électronique, moi je suis pas dans la réflexion des banques, par exemple, mais enfin je serais dans la réflexion dans une banque. Je me dirais que si on pouvait récupérer les flux de la facture électronique, ça serait quand même pas mal. Donc il faut effectivement récupérer ces flux. Et encore une fois, il faut que ces outils, ils sont faits pour gagner du temps, pour avoir des données en temps réel
et pour me faciliter à moi l'expérience utilisateur, ma vie. La facture électronique, ça va être les épisodes 3 et 4. Je pense qu'on a fait, Ouais, le teasing là pour la facture électronique parce que, bon, on l'a dit, après la vraie question c'est comment comment je suis un petit cabinet, comment j'installe ça dans mon cabinet. Je prends un seul collab, pas un collab, je propose quel outil et quel client, il faut qu'il soit compatible avec mon outil, enfin bref, ça va être 2 épisodes, on va avoir le temps de tout détailler. Il y a une remarque là sur le chat qui me permet de raccrocher avec la suite du fil, qui est sur le coût de ces solutions. Effectivement, il y a énormément d'outils, et donc là c'est Dorothée qui faisait remarquer que le fait de s'équiper de nouveaux outils pour accroître sa productivité, ça a un coût. Et que donc c'est une raison supplémentaire de développer de nouvelles missions, de facturer et de penser à facturer de nouvelles missions, pour aussi payer ce coût de production qui fait qu'augmenter. Oui, après, alors Dorothée a évidemment raison. Juste une chose, c'est que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces outils, bien sûr, ils ont une vocation à vous aider vous en termes de productivité dans les cabinets, d'accord, c'est vrai, mais ils ont aussi une deuxième vertu que des fois on oublie, qui, moi, chef d'entreprise, utilisateur, il me simplifie la vie. Il simplifie mon expérience client. Je veux dire, moi, depuis que je scanne mes factures, ça m'a simplifié la vie plutôt que de gérer mes notes de frais, mes machins, mes bidules. Et ça se paye aussi, quoi. Ça se paye aussi. Et puis, si c'est je sais en plus, parce que mon expert comptable m'a bien expliqué comment ça marchait, etc., que le temps qu'ils vont gagner à la compta pour gérer mes notes de frais, faire ma compta, machin, il va m'être restitué par des missions d'accompagnement et de conseil. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir compenser les honoraires perdus sur le temps gagné, si je puis dire, par des nouvelles missions. Parce que globalement, quand on les interroge, les clients, ils n'ont pas envie de payer moins cher. Je crois que tu as prévu justement des slides juste après là-dessus, sans vouloir. Je pense que, Ludo, je pense que Julien a envie que tu avances. Je sens très stressé là. Il est tendu, hein. Non, je suis pas tendu. Je vois un petit peu le timing. Donc, justement, non, mais c'est parce que là, tu parlais de ce qu'atteint le client qui n'est pas forcément sur du prix, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je crois que dans peut-être 2 slides après, il y a des statistiques là-dessus, ou des infos sur ce qu'attendent les clients. Ok, d'accord. Bien, chef. Donc, on passe là-dessus. Je reviendrai juste sur un point de quelque chose qu'a dit Stéphanie, n'importe quoi, Virginie, sur la question de la taille des cabinets, parce que c'est un vrai problème, donc on en reparlera tout à l'heure. Si j'oublie, vous me le dites. J'avance, sinon il va... Donc, facture électronique, on en a parlé, on sait. L'impact, il va être effectivement très important sur la saisie, bien évidemment, ce qu'il n'y en aura plus, sur une partie de la tenue, sur les déclarations de TVA. Donc ça, on passe. Oui, parce que pour ceux qui l'ignoreraient encore, dans la première étape, donc c'est la facture électronique. La deuxième, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA et avec des contrôles de délai de paiement, parce que qui dit TVA dit paiement. Et donc là, sur une plateforme, il y aura les données des factures hors taxe TVA, plus plein d'autres données qui vont permettre de faire des statistiques de fou. Et après, des données de règlement qui vont permettre aussi de pré-remplir la TVA. Ça, c'est le programme des 6, 7, 8 prochaines années. La TVA, c'est pas tout de suite, mais c'est ça qu'il y a dans les tuyaux. Après, nous, experts comptables, on le sent bien. Le fait qu'à un moment donné, va peut-être remplacer l'alias fiscale. Et c'est pour ça que je dis souvent, si demain on fait plus la tenue, la TVA et l'alias fiscale, on fait quoi? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a essayé dans la dernière étude des moulins, on a essayé de chiffrer un petit peu, de mesurer un petit peu cet impact. Et donc, pour faire ça, on a demandé aux experts comptables qui ont travaillé avec nous de segmenter les 3 grandes missions, de les segmenter en blocs de tâches. Cette notion de bloc de tâches, elle est vraiment, vraiment, vraiment importante. On va en parler un petit peu aujourd'hui, on en parlera, on rentrera plus dans le détail au cours du 2e atelier. Cette notion de bloc de tâches, elle est vraiment importante. Il ne faut pas réfléchir en termes de mission, il faut réfléchir en termes de bout de mission, en gros. Sachant qu'un bloc de tâches, un bout de mission, ce sont des tâches qui, pour faire court, peuvent être réalisées par le même type de profil de collaborateurs, quoi. Ok. Et donc là, on a demandé à ces experts comptables partenaires de chiffrer le temps passé dans les cabinets, dans leur cabinet,
à chacun de ces blocs de tâches. Donc, c'est les 10% pour la collecte, 10% pour la récupération des données, etc., etc. Et donc, ils ont dit, bah voilà, nous, au cabinet, on passe X% de temps, etc. Et quand on fait le calcul, on voit que les blocs de tâches qui sont les plus menacés par cette automatisation et par le début de la facture électronique, bon, sans surprise, c'est les blocs rouges, ils représentent quand même 46% des temps passés dans les cabinets sur la mission de tenue, quoi. La moitié, quoi. C'est quand même beaucoup, beaucoup. Alors, 46, c'est une moyenne, ça sera pas 46, mais globalement, on va avoir une proportion significative des temps passés dans les cabinets qui va être mangé par une machine. Alors, voilà, justement, non, mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Les deux, mon général, les deux. C'est une très bonne, c'est une très mauvaise nouvelle parce que le client, il va s'en rendre compte. L'État va pas se gêner pour communiquer sur le gain de temps, de coût de la facture électronique. Ça, il y a peu de... C'était déjà en fait dans la loi de finances qui a voté la facture électronique. Il y avait dans les rapports qu'on suivit, c'est dans les arguments pour ne pas l'État, pour ne pas dire que l'argument numéro 1 est la lutte anti-fraude à la TVA. Son argument numéro 1, c'est de dire le gain pour les entreprises parce que le traitement d'une facture vaut 20 €. Et donc, ça fait économiser 20 € par facture, d'où l'économie. Et donc, ce qu'on aime bien dire ici, c'est que dans les TPE-PME, l'économie, c'est l'expert comptable, parce que ce n'est pas les services internes de l'entreprise qui font ce traitement de facture. Ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un peu théorique, mais en pratique, on l'a vu dans la saison 1, en pratique, je ne sais plus quel est le nom là c'est la subsidiarité. Voilà, c'est la subsidiarité. Ouais. Alors là, je suis encore dans la théorie, mais plus pratiquement, quand en fait on a découpé les tâches, ça a permis pour un cabinet d'expertise comptable d'embaucher une cariste. On a tous notre problème numéro 1 en cabinet, on va dire qu'on a 2 problèmes. Le numéro 1, c'est le recrutement. Le numéro 2, c'est quel outil. Les discussions d'experts comptables, c'est toi, comment tu recrutes. Et le deuxième, et toi, tu as pris quel outil pour faire quoi, production comptable, parce que là, on se repose des questions. Et puis, évidemment, après, les outils périphériques et, par exemple, les outils d'ossérisation. Eh bien, un cabinet a embauché une cariste pour faire ce premier bloc de tâches qui fait 46%. C'est-à-dire qu'on le sait tous, quand on met en place aujourd'hui un produit d'OCR. Donc, il faut avoir la donnée. Soit le client la scanne, mais on sait tous, parfois, il la scanne mal, il nous balance des bons de commande, quoi qu'il en soit. Et où il veut pas. Donc après, on scanne en interne. Donc en fait, la collecte de cette saisie cette matière première qui va alimenter un OCR, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Et ça, c'est un bout de tâche fondamental dans le process. Et là, c'est pas forcément en fait un collaborateur qu'on va payer 40, 45, 50 KE qui va faire ça. Et là, on pourrait embaucher quelqu'un qui n'est pas de notre environnement, qu'on pourrait recruter plus facilement pour faire cette tâche-là. Voilà à quoi ça sert ce découpage, entre autres. Exactement. Donc, effectivement, on détaillera tout ça dans le deuxième, mais c'est vraiment l'idée qu'il faut arrêter. Si on raisonne en termes de mission, on ne peut pas faire ça. Si on raisonne en termes de bloc de tâches et d'allocation optimale des ressources, là, on peut faire ça parce que souvent, le goulot d'étranglement, il est dans le vert et le orange. Il est dans la révision, il est dans les entretiens. C'est souvent l'expert comptable qui fait le goulot d'étranglement ou les chefs de mission. Mais effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il va falloir que l'expert comptable il se sorte un petit peu de la technique et qui délègue des choses à ses chefs de mission, s'il en a, qui vont prendre de nouvelles tâches en charge, qui eux-mêmes vont se décharger, entre guillemets, sur les tâches d'en dessous, ce qui a des avantages majeurs. C'est que, et d'une, comme tu le dis, le souci qu'on a à régler à la fin, c'est un souci sur des compétences communes et même des compétences pas du tout comptables. Donc ça, c'est quand même bien, vu les difficultés de recrutement. Et de deux, ça permet à chaque collaborateur de monter une marche. Parce que chaque collaborateur va prendre en charge des tâches qui étaient jusque-là prises à l'étage du dessus, entre guillemets. Alors, encore une fois, je suis d'accord, ça c'est super facile à dire avec un micro et une zapette. Dans le
la mise en pratique, et ça pour le coup on verra ça plutôt la prochaine fois, la mise en pratique, c'est effectivement, il va falloir faire un état des lieux précis, mais ça pour le coup on peut commencer à le faire, des temps qu'on passe sur chaque bloc de tâches. Donc ça, c'est là vous avez des moyennes, mais c'est un travail qu'il faut faire chacun dans son cabinet, et puis de faire un travail précis sur les compétences disponibles au sein du cabinet chez les collaborateurs. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup, Alors, les beaucoup de compétences temps. disponibles chez les collabs, enfin, t'es marrant, Ludo, c'est 0. Faut les virer. Ils n'ont pas de compétences? Non, alors, Si, là, je pense qu'il y a le temps disponible et les temps. compétences disponibles. Ouais, Ah, je pense que vous ne parlez pas de la même chose. Oui. Mais alors ça, la question du temps, elle va être évidemment fondamentale, elle va être cruciale, et on va voir qu'effectivement, tous les collaborateurs vont pas être en mesure de faire, ou n'auront pas envie de faire tous les types de nouvelles missions. Et donc, la compétence rare, ça va être les collaborateurs qui vont être en mesure de faire, je dis n'importe quoi, de l'accompagnement, pilotage, entre réseau, etc. Mais sauf que ces collaborateurs-là, si on leur dégage pas du temps pour le faire, ils vont pas le faire. C'est sûr et certain. Et les collaborateurs, ils sont eux aussi débordés, donc ils le feront pas. Donc ça veut dire que ce collaborateur-là, il va falloir lui libérer du temps. Exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, il va falloir libérer du temps sur des tâches que quelqu'un d'autre peut prendre en charge à sa place. Et donc comme ça, on va faire un petit jeu de domino comme ça pour libérer du temps à ceux qui ont des compétences rares, et eux ne feront, dans un monde parfait, subsidiarité, c'est le résumé, c'est on ne devrait jamais faire une tâche que quelqu'un d'autre dans l'entreprise ou au cabinet pourrait faire. Alors bien sûr, il va falloir le former, l'accompagner, il le fera pas du jour au lendemain, il le fera pas aussi bien que nous, aussi vite que nous, mais c'est pas le débat, c'est que même s'il le fait moins vite, son coût horaire déjà il est moindre, et puis en plus, ça nous libère du temps à nous pour faire autre chose. Donc là, pour résumer la méthode, c'est je découpe par un bloc de tâches où ce qui se fait au sein du cabinet, et j'essaie de voir si je peux pas faire redescendre d'un étage certaines tâches, soit en les confiant à quelqu'un d'autre, ou alors en automatisant si je l'ai pas encore fait avec une solution qui permet d'automatiser. Exactement. La dernière étape, c'est l'automatisation. Enfin, la dernière compétence, c'est l'automatisation, c'est la machine, c'est l'outil. On arrive à embaucher des apprentis. Je pense qu'en cabinet, on trouve des apprentis. C'est peut-être la dernière catégorie de personnel qu'on trouve peut-être facilement. Donc, ça peut peut-être donner des idées que ces phases de ces premières phases du process de collecte de la donnée peuvent être faites par des apprentis. Bien sûr. Et puis pour renforcer ce que tu disais tout à l'heure sur l'exemple, effectivement, c'est cet exemple où au départ, quand on a fini par embaucher des caristes, au départ, on avait quand même un souci de chefs de mission qui étaient débordés, quoi. C'était les chefs de mission qui étaient débordés. Le cabinet arrêtait de prendre des clients pour pas surcharger ses chefs de mission. Et en faisant ce jeu de domino, on a libéré du temps et les chefs de mission se consacrent à leur boulot de chef de mission. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il n'est même pas question de nouvelles missions. Il est juste question d'optimiser la production d'aujourd'hui pour libérer des ressources rares. Mais il est question de nouvelles missions parce qu'il faut libérer le temps de la réflexion, bien sûr, le temps du diagnostic, le temps de la synthèse. Et ça, il en faudra. Et ça va prendre effectivement du temps à mettre en place. Et c'est pas parce que il y a. Alors, puisqu'on en est là, après c'est pas grave, c'est pas très grave si on respecte pas tes slides, non, Julien. Parce que j'avais des questions à poser. Ah. Oh, Julien, avance les slides pour pas qu'ils soient perdus. Non, mais c'est parce que j'avais juste une remarque de quelqu'un qui disait l'automatisation, oui, ok, c'est bien. Enfin, je caricature un peu le propos, je suis désolé, mais l'automatisation, c'est bien beau, mais ça va pas marcher à 100%. Tout n'est pas automatisable. Il y aura toujours des choses qui vont rester à faire par des êtres humains. Voilà. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Eh ben, je vais répondre à ça. Oui, ben bien sûr, ça va. Mais ça, cet exemple, je l'ai systématiquement tous les jours. Oui, mais la TVA, toutes les TVA seront pas gérées. Oui, mais oui, bien sûr, ça va pas marcher à 100% pour 100% des cas. Ok. Mais enfin, si on voit les chiffres là, si on se dit que même si on suit une bête loi de Pareto, que ça marche dans 80% des cas, ça fait quand même beaucoup d'activités. Donc bien sûr, mais ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles tâches et il va y avoir effectivement des contrôles à faire, mais pareil pour la facture électronique. La facture électronique, je pense que les clients auront besoin d'une assistance avant de valider et de le mettre, la graver dans le marbre et de valider. Donc il va y avoir ça va créer aussi des nouvelles tâches. Mais globalement,
l'automatisation, elle va se faire, même si ça va frotter, même si ça va pas se faire tout de suite, Non, même si mais ça va pas être automatique. évidemment que ça va pas bien marcher du jour au lendemain. C'est une évidence. Alors, on s'attendait par exemple à des soucis avec le prélèvement à la source qui, curieusement, a bien fonctionné marché, ouais. très rapidement. Là, avec la facture électronique, je pense que ça va être différent et il va y avoir des difficultés. Mais raison de plus pour nous de faire comme ce consultant qui propose une mission à 300 € hors taxe pour gérer la facture électronique. Exactement. Raison de plus pour dire à nos clients, voilà, oui, la facture électronique, les préparer dès maintenant. Il va y avoir, oui, ça va être automatisé, mais les 20% de soucis ou peut-être les 30% de soucis qu'il va y avoir au début, ça va nous prendre un temps de dingue. Les TVA pré-remplis, c'est une évidence en fait. La TVA, c'est tellement compliqué que c'est une évidence que dès qu'il y aura une particularité, et la TVA, c'est quand même, alors c'est 45% du budget de l'État, et deux, je pense que c'est 50% du Code général des impôts. Donc, c'est pas un hasard que ce soit 50%. Donc, il n'y a que des exceptions. Évidemment, je ne vois pas des déclarations de TVA pré-remplies qui seront bonnes tout de suite. Et nous, il faudra qu'on ait créé le process dans nos cabinets parce que ces déclarations de TVA seront fausses pour gérer les exceptions. Exactement. C'est une évidence. Et là, on va proposer la mission qu'on va peut-être vendre 300 € hors taxe par mois pour faire la bonne TVA. C'est-à-dire que ce qu'on vendait hier à 300 € hors taxe par mois pour un client qui était, je te fais la saisie, en plus du conseil gratos et de la TVA et du bidule, parce qu'en fait, on gérait tout le process. Là, on va peut-être pouvoir proposer la même chose, mais pour des déclarations de TVA spécifiques, et que demain, une nouvelle mission pourra être révision d'une TVA spécifique quand on a des clients qui vont être sur la marge, quand il y aura beaucoup d'exports, quand on sera en franchise en base de je sais pas quoi, pour toutes les exceptions. Et c'est ça en fait l'objectif de ce parcours de la transformation. C'est que, moi je suis vraiment persuadée que nous avons une place. Il faut comprendre aujourd'hui quelle place. Alors, je suis entièrement convaincu aussi, évidemment, que vous avez une place, mais pour revenir à cet exemple de TVA, qui pour le coup est un bon exemple, ces fameux contrôles, ces fameuses vérifications, etc., c'est pas forcément la personne qui aujourd'hui fait des déclarations de TVA qui va faire cette tâche-là. D'où la nécessité de réfléchir en bloc de tâches et en compétences qu'on va mettre en face, parce que pour le coup, moi, je suis assez convaincu, je suis pas un spécialiste évidemment, mais je suis assez convaincu que ce sera pas la même personne. Et donc il va falloir, et la personne qui va faire ces contrôles, peut-être que il y a même des chances, surtout dans les petits cabinets, que ce soit pas un temps plein. Donc ça va être un bout de poste. Et peut-être qu'on va réorganiser le cabinet dès aujourd'hui en se disant quels sont nos clients qui ont des TVA spécifiques dès aujourd'hui, à la marge, beaucoup d'exports, pas mal de TVA intracommunautaires avec des devs, des trucs, enfin bref. Ces TVA spécifiques, les médecins, là, on a vu, qui doivent payer la TVA sur un... Bref, toutes ces déclarations de TVA spécifiques pourraient déjà faire l'objet d'une réorganisation du cabinet aujourd'hui pour être prêt dans 5 ans, en disant, on sait que c'est ce chef de mission-là ou c'est cette personne-là qui va de toute manière contrôler, piloter ces TVA-là, et elles seront que dans les mains d'une seule personne, voire l'expert comptable. Oui, après, ça dépendra un peu de la structure des choses, mais de se dire effectivement, on aura ce besoin de compétences. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on l'a au cabinet? Oui, non. Donc, si ça reste comme ça, c'est Bidule qui va les prendre en charge. Mais Bidule, il va falloir lui libérer du temps sur d'autres choses pour faire ça. Si on l'a pas dans le cabinet, on va se dire au prochain recrutement, il va falloir que je mette l'accent sur cette compétence-là, peut-être au détriment d'autres types de compétences. Mais donc, effectivement, et ça, c'est vraiment la bonne approche, c'est d'avoir une vision de long terme, de se dire, je vais avoir besoin de tel type de compétences et comment je m'organise aujourd'hui avec les bouts de collaborateurs. L'expression est très vilaine, hein, mais il va y avoir ça, des bouts de collaborateurs sur certains types de missions. Parce que il y a un petit détail qu'on n'a pas abordé du tout, c'est que pour ces nouvelles missions, pour qu'on puisse proposer des nouvelles missions aux clients, je suppose qu'on a la compétence, je suppose qu'on sait comment réaliser les missions, je suppose qu'on a des clients qui achètent les missions. Donc déjà, je suis sympa, je mets dans de bonnes conditions, quoi. Il y a un tout petit détail, c'est que la personne
ou les personnes qui vont faire ces missions au cabinet, il faut qu'elles aient du temps disponible. Il faut qu'elles aient du temps libre. Donc, il faut que leur planning ne soit pas chargé ras la gueule en début d'année, ce qu'on aime quand même, ce qu'on a eu l'habitude de faire dans les cabinets. Donc, eux, il va falloir qu'ils aient du temps dispo pour absorber ces nouvelles missions, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ce qu'on a eu l'habitude de faire et ce que, même si aujourd'hui on ne veut pas le faire, il y a de tels problèmes de recrutement, on a une démission qui tombe mal, on a un truc, on se retrouve dans cette configuration-là. Bien sûr. D'où notre histoire de cariste. Bien sûr. D'où notre histoire de la répartition des tâches en allant trouver d'autres profils. C'est-à-dire que ça a de l'intérêt même indépendamment de nouvelles missions. Exactement. Compte tenu de la pénurie des talents, ouais. Tous les cabinets ont de toute façon intérêt à faire cette segmentation. On en avait, il y a quelques années, on conseillait à tous les cabinets, mais ce qu'on fait pour le coup dans tous les cabinets de conseil, entre guillemets, c'est il faut être en sureffectif pour avoir des compétences pointues mais libres, disponibles pour quand le client vient réclamer sa mission. Bon, aujourd'hui, quand on dit au cabinet de se mettre en sureffectif, ils nous jettent des cailloux parce que ils disent t'es gentil, on peut pas. Mais on peut en redéfinissant les tâches, on peut gagner de la ressource et notamment dans les postes les plus avec les compétences les plus rares. Donc on peut faire ce travail indépendamment des nouvelles missions. Tu veux changer de slide ou pas, Ludo? Alors j'ai juste une question très rapide pour toi en particulier, Virginie, mais c'est une question importante. C'est quoi un cariste? Alors si j'ai bien compris, un cariste, c'était la personne dans les usines qui rangeait oui, dans les entrepôts. Les entrepôts, en fait. Voilà. Donc en fait, c'était pour dire que on peut recruter, du moment qu'on fait ce découpage de tâches, on peut recruter des profils qui ne sont pas des SCG avec 5 ans d'expérience parce qu'on a identifié des tâches qui sont faisables par des profils complètement différents. Exactement. Voilà. Et là, ce profil en fait de cariste avait le même ADN et les mêmes compétences qu'il faut lorsqu'on doit réceptionner en fait les factures, parce qu'en fait on range. Et les ranger dans des boîtes. Avant on rangeait dans les entrepôts, fallait que ce soit pour que l'entrepôt soit opérationnel, fallait que ce soit super organisé. Là, quand on réceptionne les flux de factures au sérisé ou qui arrivent par différentes plateformes, il faut que ce soit rangé aussi. Et donc, ce parallélisme de compétences peut aider. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, merci. Et la cariste elle s'éclatait. Elle adorait le truc. Hein. C'est très intéressant parce que ça illustre parfaitement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher un poste ou un diplôme, on est allé chercher une compétence qui était de savoir classer, savoir ranger, savoir organiser. Voilà. Parce que le problème, un des problèmes aujourd'hui du recrutement, il y en a plusieurs évidemment, mais un des problèmes, c'est que 90% des cabinets cherchent le profil que tu évoquais tout à l'heure, le DSCG, 5 ans d'expérience, autonome, qui va jusqu'au bilan, qui fait les entretiens clients, qui est gentil, qui est fidèle. Ouais, le problème, c'est que tout le monde cherche ce collab-là et personne ne le trouve, quoi. Personne ne le trouve et c'est très compliqué. Donc, en faisant ça, on peut arriver à un autre type d'organisation, mais ça suppose d'être open et de réfléchir en termes de compétences et pas de profil et de poste, quoi. Mais ça, c'est pas facile hein, comme démarche, mais ça marche vraiment. Et pour le coup, ça marche dans les cabinets, quoi. C'est des choses qui marchent. Je me permets un petit point de timing, je suis désolé, j'ai le mauvais rôle, mais là il nous reste 30 minutes et on a beaucoup parlé de nouvelles missions. On n'a pas encore abordé ce qu'on mettait dans ces nouvelles missions. Depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure qu'on emploie ce terme de faites des nouvelles missions, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on passe rapidement à la partie d'après pour expliquer ce qu'on entend par là. Donc là, ce slide, il est vraiment en 2 minutes. C'est l'idée de se dire, mais c'est ce qu'on vient de se dire depuis le début, c'est que dans les cabinets aujourd'hui, là où on passe le plus de temps, c'est là où on apporte le moins de valeur, d'utilité aux clients. Donc, c'est comment on inverse cette pyramide rouge et comment on passe moins de temps. Mais ça, on en a beaucoup parlé. Et à propos des clients, les clients attendent de l'accompagnement. Le truc, c'est que pas tous forcément. Pas tous. Et ça, il va falloir s'y faire aussi. Et ça, c'est pas pareil dans l'ADN de l'expert comptable, entre guillemets, si ça existe. C'est pas un truc naturel parce qu'aujourd'hui, traditionnellement, on vend à peu près à tous les clients, à peu près toutes nos missions. Et là, ça va être différent parce qu'on va vendre. Certains clients n'en voudront pas. Certains clients en voudront certaines.
d'autres, mais il va falloir avoir une approche personnalisée des missions qu'on fournit à nos clients. Et ça, c'est pas facile non plus. Et puis, il y en a qui n'en voudront pas du tout. Et puis, eux, est-ce que c'est vraiment vos clients? Est-ce que c'est il y a quelques jours, il y avait, vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, on parlait beaucoup d'Indie, l'offre d'Indie, la contact gratuite pour les indépendants, etc., etc. Ça s'écharpait gentiment sur les réseaux sociaux, Et puis quelqu'un a dit, mais est-ce que les gens qui vont chez Indie, ce sont vraiment nos clients, à nous les cabinets? Moi je pense pas, mais ça veut dire d'avoir un plan clair de ce qu'on propose et puis de refuser les clients qui rentrent pas dans ce modèle-là. Et en parlant d'Indie et de TVA, dans nos élus, il y a une consoeur qui a récupéré un client qui était géré sur Indie. Elle m'expliquait, parce qu'Indie fait de la TVA aussi, qu'elle avait détecté 15 000 € d'erreurs en matière de TVA. Donc évidemment, ces process et ces outils-là, bon, ils ont certaines limites. On peut vraiment, je parle beaucoup de la TVA parce que c'est le truc le plus compliqué, si j'ai bien compris, hein. Certains grands opérateurs américains qui ont voulu s'implanter en France, la TVA et en fait la fiscalité qui est la sœur jumelle de la comptabilité en France fait comprendre à ces éditeurs étrangers que là c'est un poil compliqué. Ouais. C'est un poil compliqué, ce qui ne se passe pas comme ça ailleurs. Donc moi, j'ai envie de dire que ces plateformes, en fait, c'est pas nouveau. Alors, c'est nouveau, mais c'est le ciel compta d'hier. Moi, quand j'ai bossé, quand j'ai commencé il y a 30 ans, le chef d'entreprise qui avait envie de faire des économies, il allait à la FNAC, il achetait ciel compta, c'était, je crois, 189 francs à l'année, puis 400 francs de maintenance annuelle. Il faisait sa petite compta tout seul. Le Indie, pour le prix, en fait, le chef d'entreprise fait tout. Et il fait sa petite compta. Tout. Alors évidemment, on est 30 ans après, c'est automatisé, mais c'est pas le service d'un expert comptable. Exactement. Et lorsque c'est le service d'un expert comptable qui est, j'ai aucun contact avec mon client, en gros, je le connais pas. Ça veut dire qu'il se met peut-être sur le low cost. Il a peut-être énormément de clients, donc c'est un autre modèle économique. Exactement. Ce n'est pas nos modèles de cabinet traditionnels. Exactement. Il y a une relation. Là, c'est bon? Et là, celui-là, parce qu'on a échangé. Donc, a priori, c'est celui-là qui fonctionne pas. Bon, voilà, j'en avais terminé, mais c'est vrai que le Indie que j'ai bien connu à l'époque quand j'étais président de la répression d'exercice illégal, j'ai étudié un peu le modèle. Le modèle. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que vraiment, enfin, il y a suffisamment de chefs d'entreprise qui ont besoin de conseils et d'accompagnement. C'est peut-être pas la peine, enfin, on va pas s'épuiser avec ceux qui en veulent pas, qui veulent pas payer, etc. On va se concentrer sur cela. Pourquoi développer de nouvelles missions? Parce que dans ces nouvelles missions, on entrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, globalement, la compétence, on l'a déjà. Les experts comptables et surtout les collaborateurs, parce que ce qu'il faut bien voir dans ces évolutions et ce graphique sur l'automatisation, c'est que bien sûr, ça va avoir un impact sur le chiffre d'affaires, mais ça va avoir un impact sur le taux d'occupation des collaborateurs actuels. Et il va falloir trouver, l'enjeu, ça va être de trouver des missions qui vont être prises en charge par les collaborateurs actuels. Bien sûr, sous réserve de formation, d'accompagnement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, etc. Mais l'enjeu, et nos collaborateurs, ils ont plein de compétences, des compétences qui sont utilisées aujourd'hui, des compétences qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important ce point sur l'état des lieux des compétences du cabinet, sur quoi je peux m'appuyer. Je ne sais pas si j'ai un collaborateur qui bricole des sites internet ou la nuit ou passe sa vie sur les réseaux sociaux, peut-être il peut prendre en charge cette activité-là au sein du cabinet sur un petit bout de son poste. Peut-être on peut en faire une mission pour les clients.
Peut-être on a des clients qui ont besoin de ça, mais ça sera un petit bout de son poste. Donc l'état des lieux des compétences, il faut vraiment le faire. Les cabinets sont les plus légitimes pour le faire, bah, évidemment que oui, quoi. Qui est plus légitime que l'expert comptable pour accompagner le client dans le pilotage de son entreprise? Enfin, la question devrait même pas se poser parce qu'on a confiance en plus en vous. On a confiance en vous et on aimerait bien. Enfin, si deux opérateurs nous proposent une mission, on a juste envie de vous la réclamer à vous, quoi, de vous la demander, de la commander à vous. Le problème, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, comme vous n'êtes pas super fort pour la vente, je ne sais même pas ce que vous faites, quoi. Je ne sais même pas vos missions. Et je pense que en tant qu'expert comptable, tu l'as forcément vécu. Le client où tu vois dans ses comptes qu'il a fait appel à qu'il a une facture d'un avocat, d'un huissier, je sais pas quoi, pour une évaluation, où tu lui dis, bah ouais, enfin ça, j'aurais pu te le faire, quoi. Mais ouais. Vraiment d'accord, ça m'énerve ça. Et je dis et le client qui me répond mais je savais pas que vous saviez faire ça. Et c'est ça le drame. Enfin, je peux pas le savoir. Voilà. Oui, non, mais et donc c'est pour ça on que a des progrès. Cette formalisation, tout ce qu'on va voir tout le long de la saison, elle est vraiment importante pour ça, pour que j'ai une idée de ce que vous êtes en mesure de m'apporter. Et il y a plein de trucs. Et le problème, c'est que si vous le faites pas, si les experts comptables le font pas, même s'ils sont les plus légitimes, les plus compétents, les plus tout ce que tu veux, s'ils le font pas, d'autres vont le faire, quoi. Et d'autres commencent à le faire et à se positionner sur l'administratif, sur le pilotage, sur la gestion. Le conseiller en facture électronique. Le conseiller en facture électronique, etc. Et eux, ils vont y aller avec des méthodes marketing sans grand complexe, et ça va faire mal, quoi. Donc il suffit pas. Le fait d'être légitime et d'avoir la compétence n'est pas un totem d'immunité, et il faut encore que je le sache, moi, client, quoi. Et puis accessoirement qu'on a le droit aujourd'hui de faire à peu près tout ce qu'on veut en tant qu'expert comptable, ce qui est d'un côté une bonne nouvelle parce que le champ des possibles est quasi infini, ce qui en même temps impose de faire des choix parce que globalement le cabinet moyen il a moins de 10 collaborateurs, il va pouvoir tout faire. Et donc, il va falloir qu'ils choisissent, d'où la phase de réflexion. J'avance sur la phase de réflexion et de projet. Il me jette des yeux noirs. Non, mais voilà, c'était simplement pour arriver à cette phase-là où, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de pilotage et d'accompagnement et on n'a pas encore défini ce que c'était. Donc, je pense que c'est important peut-être de faire cette distinction entre pilotage, accompagnement, conseil. Est-ce qu'on entend par là? Il y avait peut-être une statistique, je crois. Ah, voilà. Ah non, c'était pas une statistique, c'était. Je pense que c'est un petit slido. Petite question. Je pense qu'il y a une slide de trop. Petite question Slido. Ouais, c'est bon. Sur quelles sont les missions que vous envisagez de développer au cours des prochains mois. Donc, normalement, ça doit faire un joli nuage de mots. Ils sont tous endormis. Moi, je n'ai pas la question qui s'affiche. Là, j'ai des premiers mots qui s'affichent. Je ne sais pas si tu as le droit de participer. Non, je fais non, je fais Si, ça s'affiche. Ah, voilà. Oh, c'est super intéressant. Alors, il y a beaucoup là. Tu as 11. Ouais. Donc, il y a les réponses qui s'affichent. Il y a des choses qui se dégagent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses différentes. Donc, c'est parfait pour la suite. Et oui, parce que ça montre bien que, en fait, et là aussi, ça va être une grande différence avec le modèle traditionnel dans lequel on a baigné, c'est que il n'y a pas de bonne, comme dirait l'autre, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises missions, quoi. Ça dépend, chacun va devoir trouver les siennes, quoi. Et ça veut dire que tous les cabinets ne vont pas proposer. Enfin oui, c'est assez dingue le nombre de. On va quand même du bilan CO2 ouais. à l'ouverture de compte TDP. Ouais. Et donc il va falloir choisir ses missions. Chaque cabinet va choisir ses missions. Le truc, ça va être effectivement de se positionner sur des missions qui nous correspondent et qui correspondent à notre cabinet, quoi. Ok. Donc merci beaucoup pour vos réponses. Donc on a vu effectivement dans les réponses qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait des choses très exotique, j'allais dire, pour un expert comptable. Et moi, j'ai rien contre ces missions exotiques de RSE, de cybersécurité, de tout ce qu'on veut, des trucs. Mais globalement,
on a vu dans le graphique, le premier graphique, je vous l'ai remis là, mais ces missions-là, ces missions hors mission traditionnelle, hors accompagnement, ces missions exceptionnelles de conseil, proprement dit, elles pèsent 2% du chiffre d'affaires de la profession, sachant que ça fait quand même, toi tu es trop jeune pour savoir, mais ça fait un bon 20 ans ou 25 ans qu'on dit à tous les congrès, il faut faire du conseil, il faut faire du conseil, il faut faire du conseil. Donc ces missions-là, je ne dis pas qu'elles sont inintéressantes évidemment, mais elles s'adressent vraiment à un petit nombre, et je pense qu'elles continueront à s'adresser à un petit nombre, et elles ne répondent pas à la problématique actuelle des cabinets, qui est, comme on disait tout à l'heure, comment je fais pour, et d'une, récupérer le chiffre d'affaires que je vais perdre sur la mission traditionnelle, et deux, pour, entre guillemets, occuper les collaborateurs qui sont aujourd'hui en charge de tâches qui vont être automatisées, quoi. Non, mais donc là, on a passé toute la première partie à dire il faut faire autre chose, et là, on explique, non, mais en fait, le conseil, ça ne va pas marcher parce que soit il n'y a pas forcément les compétences, soit parce que c'est pas du récurrent. Donc, quelle solution on peut apporter? Non, mais parce qu'en fait, tu joues sur les mots. C'est pas juste une question de sémantique, c'est que en fait quand on regarde, on le verra juste après, les caractéristiques des missions de conseil, les missions de conseil, c'est un modèle économique qui est complètement différent du nôtre, qui nécessite des compétences très spécifiques. L'expert comptable qui fait de la RSE ou de la cybersécurité, il fait pas ça au sortir du DEC. Il s'est formé pour faire ça, il est devenu un spécialiste de ça, et quand il intervient dans ces missions-là, sa qualité d'expert comptable, elle est secondaire, j'allais dire. Elle est secondaire. Parce que tu distingues les missions de conseil des missions d'accompagnement. Exactement. Et en fait, nous, ce qu'on va devoir trouver pour la majorité des cabinets. En gros, un fin observateur de la profession aime à dire souvent que demain, le gâteau pour la profession, le gâteau, ça va être les missions d'accompagnement. Et le conseil, ça sera la cerise sur le gâteau, mais ça ne sera pas le gâteau lui-même, parce que sinon, il faut qu'on change complètement de modèle, et puis qu'on acquiert des compétences spécifiques. Et puis, encore une fois, comment je fais pour que mes collaborateurs d'aujourd'hui, dont une partie du boulot va être automatisée par les logiciels, la facture électronique, tout ce que tu veux, ces collaborateurs qui aujourd'hui font de la tenue, font de la TVA, etc., ils ne vont pas faire de la RSE, quoi. Donc, il va falloir trouver d'autres missions. C'est ce qu'on appelle les fameuses missions d'accompagnement. Parce que ce qu'on dit aux personnes, par exemple, qui ont répondu, pour être concret, aux personnes qui ont répondu bilan carbone ou RSE, etc., c'est pas, le message, c'est pas de dire ne faites pas ça. Bien sûr que non. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais si vous voulez embarquer tous vos collaborateurs actuels, avoir du chiffre d'affaires récurrent, il va falloir réfléchir à autre chose. Exactement. Ces missions-là, ce sont des missions qui vont être prises en charge soit par l'expert comptable, parce qu'il a envie de se lancer là-dedans, parce qu'il s'est formé là-dedans, etc., ou par même des consultants spécialisés qui ne sont pas experts comptables, mais ça sera en aucun cas les collaborateurs actuels du cabinet. C'est pas ça qui va remplacer l'activité et, entre guillemets, occuper les collaborateurs. Alors après, on peut effectivement virer tous les collaborateurs et embaucher des consultants en RSE, mais on sort de la dimension expert comptable, quoi. Après, il y a la dimension récurrente et non récurrente. Et si on se pose la question de comment je remplace ma mission récurrente de tenue de comptabilité par une autre mission récurrente que je peux appeler mission d'accompagnement, on va se retrouver naturellement dans les missions de full service qui vont être, par exemple, le traitement des comptes clients de nos clients, des missions donc de recouvrement, des missions de paiement des comptes fournisseurs ou d'assistance au paiement des comptes fournisseurs de nos clients. En fait, ce périphérique autour est récurrent puisque nos clients vont encaisser de leurs clients tous les mois. Enfin, j'espère évidemment. Et c'est ça en fait le modèle économique qu'on propose, c'est comment on remplace du récurrent par du récurrent avec des technicités à peu près équivalentes. C'est-à-dire que la technicité de la mission de tenue traditionnelle pourrait être switchée avec une mission, avec une technicité, pas forcément trop compliqué non plus, le même niveau de technicité d'une mission de relance de compte client et on parle de ça. Il y a un truc qu'on n'a pas dit et qui me semble phénoménal et c'est ça qui va changer, je pense, le modèle de nos cabinets, c'est que la facture électronique va nous rapprocher de la compta en temps réel. Et c'est cette compta en temps réel, c'est ce changement en fait de positionnement dans le temps qui va nous permettre toutes les missions d'accompagnement possibles.
Bien sûr. Alors, oui, évidemment, ces outils dont on a parlé au début, outre le fait de nous faire gagner du temps, ils ont un immense avantage, c'est nous donner enfin des données en temps réel. Après, comme tu dis, ça va nous ouvrir un champ de mission vraiment important, mais pour le coup, ça va nous obliger à revoir effectivement le process de prod de la mission traditionnelle, parce que si tu fais la compta à l'année, pour aller chez le client tous les mois lui commenter des tableaux de bord, ça va être un poil compliqué. Donc il va falloir réorganiser effectivement tout ça. Donc oui, évidemment, ces missions d'accompagnement, elles vont nous procurer la même récurrence que la mission traditionnelle. Or, c'est notre modèle, c'est comme ça qu'on est à l'aise. Elles vont nécessiter des compétences généralistes, des compétences que nos collaborateurs d'aujourd'hui ont. Tous ne feront pas toutes les nouvelles missions. Ils vont devoir être formés parce qu'il y a aussi une question de posture. Il n'y a pas que de la compétence technique. Il y aura aussi à renforcer. Compétences relationnelles. Exactement. Donc ça, il va falloir effectivement les faire travailler là-dessus. Mais c'est pour ça qu'il faut préparer tout ça, parce que tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts et en un jour. Mais ces missions d'accompagnement, elles sont compatibles avec notre modèle. Elles cochent toutes les cases. Parce qu'il y a une dernière chose que tu as juste effleuré, mais sans le dire vraiment, c'est que quand tu disais ça n'a pas de récurrence, donc ça c'est vrai. Puis il y a aussi un autre détail, c'est que les missions de conseil pur, entre guillemets, eh ben, elle s'adresse bien sûr à quelques clients du cabinet, mais le plus à des clients hors cabinet, quoi. Donc il va falloir que moi, expert comptable, j'aille, trouver des clients hors de ma clientèle pour leur fournir des missions en cybersécurité, RSE, etc. Donc là, c'est encore, comme tu l'as dit, on n'est pas des brutes en général en communication, marketing, etc. Donc c'est vraiment, pour le coup, une autre démarche. Et encore une fois, hein, comme tu disais, Julien, il n'y a pas de... Si on veut le faire, c'est très bien, mais il faut qu'on sache ce que ça résout comme souci et ce que ça pose comme souci, quoi. Et puis, comme on disait au tout début, ces missions d'accompagnement, globalement, elles sont plus faciles à mettre en œuvre, tout bonnement parce qu'il y en a un paquet qu'on le fait déjà. Il y a des bouts de missions comme ça qu'on fait déjà. Donc, quand on regarde, là, je vous l'ai mis juste pour que vous ayez dans les slides qu'on vous enverra, c'est en fait les éléments clés du modèle économique des missions actuelles, des missions d'accompagnement et des missions de conseil. Et on voit que, comme tu disais, Julien, les missions d'accompagnement, elles cochent toutes les cases, elles sont compatibles avec notre modèle. Donc, on n'a pas besoin de transformer le modèle pour mettre en œuvre ces missions d'accompagnement. Ces missions. Ah, ces missions. C'est joli aussi. Oui, c'est sympa, les missions. Des petites missions. Globalement, donc on l'a évoqué, mais de façon un petit peu disparate. Il y a deux grands types de missions d'accompagnement. Globalement, il y a les missions dites de pilotage, où là, ça va être effectivement comment assister le chef d'entreprise dans sa gestion, l'aider à prendre ses décisions. Ça va être le suivi de son activité, de sa trésor, de sa marge, de tout ce qu'on veut. Et puis un accompagnement plus de type administratif ou full service, comme on dit souvent, où là, alors là, le champ des possibles, il est juste infini, parce que ça peut être bien sûr l'administratif, les relances clients comme tu disais, les achats, les fournisseurs, mais ça peut être de l'informatique, ça peut être de la formation, ça peut être des RH, ça peut être, enfin, vraiment tout un tas de choses. La liste est quasi infinie. On voit bien sur le nuage de mots le nombre d'idées qu'il y avait. Nous, quand on travaille avec les cabinets pour identifier des nouvelles missions, cette phase de qu'est-ce qu'on pourrait faire, elle est d'une richesse inouïe. Il y a des idées fusent, ça va super vite. C'est pas compliqué de trouver ce qu'on pourrait faire, quoi. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver la mission qui correspond à ce que j'ai envie de faire, aux compétences disponibles dans mon cabinet, et puis accessoirement à ce dont mes clients ont besoin, quoi. Il y avait une question, quand on parlait de conseil tout à l'heure, quelqu'un disait quid de la concurrence avec les cabinets de conseil déjà implantés sur ces missions, quelle plus-value de l'expert comptable? Là, ce qui est intéressant aussi avec ces missions, c'est que l'expert comptable a une vraie plus-value parce que c'est lié aux informations dont il dispose lui et pas les cabinets de conseil. C'est lié à son cœur d'activité, donc il est très légitime sur ce type de mission. Exactement. Dans ces missions de conseil, alors dans l'étude des moulins, on avait distingué les missions de conseil
des missions hors piste. Les missions de conseil, c'est en lien avec le métier tradi, donc avec la comptabilité, la fiscalité, ça va être la gestion de patrimoine, l'évaluation, les choses comme ça. Ben là, le fait d'être expert comptable ajoute une légitimité, quoi. Il y a une légitimité. Dans les missions hors piste, le marketing, la cybersécurité, le RSE, les faits d'expert comptable n'apportent rien, si ce n'est... Je sais ce que RSE, par exemple, si on parle de RSE, tu as les histoires de bilan carbone. Aller t'éplucher toutes les factures pour voir la consommation, pour voir le truc, tu vois, ça pourrait être des compétences qu'on a pour le bilan carbone. Aujourd'hui, quand on dit RSE, on dit souvent bilan carbone. Alors, à tort, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est une donnée qu'on commence à voir partout. Tu prends l'avion, on t'explique que tu consommes tant. Et le bilan carbone, à mon avis, c'est un truc. C'est la dimension comptabilité, extra-financier, quoi. Voilà, mais de ta consommation de CO2. Moi, je voyais ça plus global. Alors, il y a le global, le RSE en global, mais concrètement parlant, aujourd'hui, les pouvoirs publics, et avec notre crise énergétique, ça tombe bien, on est tous en train de se demander quel bilan carbone nous avons. Là, les collabs peuvent avoir, et les experts comptables, des compétences. Encore faut-il avoir le process pour donner ce bilan carbone. Non, oui, c'est vrai que c'est plus large. Moi, je voyais ça dans la dimension plus large que ça, mais là, effectivement, ça apporte quelque chose. Après, pour répondre à la question du confrère ou de la consoeur, effectivement, sur ces missions-là, on va rentrer en concurrence avec des opérateurs qui ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas notre déontologie, ils n'ont pas nos freins en matière de marketing et de communication, et ils ont un modèle économique qui est fait pour. Donc, eux, ils ont des compétences rares disponibles. Eux, ils sont habitués à gérer la non-récurrence. Eux, ils sont habitués à piloter sans avoir une vue sur leur chiffre d'affaires à plus de 2 mois, etc., etc., quoi. Donc, oui, on va avoir cette concurrence-là, quoi. Alors que là, sur l'émission dont il est question ici, il y a quand même une sorte de barrière à l'entrée il y a besoin des infos détenues par le cabinet. Ouais, alors oui, mais oui. Mais on voit quand même qu'il y a des opérateurs qui arrivent à se mettre sur les activités de pilotage, sur les activités aussi d'administratif, etc. Et en fait, qui remplissent un vide, quoi. Le chef d'entreprise, il a besoin d'être libéré de temps. Donc ça va être plutôt l'accompagnement administratif, tout ce qui m'empêche de faire, ou alors tout ce qui me saoule tout simplement, ce que j'ai pas envie de faire. Parce qu'il y a des trucs que je sais faire, mais pour lesquels je suis prêt à payer. Donc ça va plutôt être administratif. Et puis au-dessus, des trucs que je sais pas faire, que je sais juste pas faire. Mais il y a des opérateurs qui commencent à se positionner là-dessus. Et c'est quand même dommage, parce que je ne vais pas en refaire, pour reprendre ma litote sur mon radotage sur Rivalis, mais le budget moyen chez Rivalis, c'est quand même 2 fois celui d'un expert comptable. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Rivalis, donc c'est des tableaux de bord proposés à 400 ou 500 euros hors taxe par mois aux chefs d'entreprise qui peuvent être nos clients, qui râlent quand ils payent 300 euros et qu'on passe des heures à faire la tenue, et que Rivalis, en 1 heure, il propose le conseil avec le tableau de bord, et ça nous énerve beaucoup. Ouais. Alors juste une toute petite précision, tout ça est vrai. Le seul truc, c'est que la mission de Rivalis, c'est pas de lui envoyer un tableau de bord par mail, c'est d'aller le voir une fois par mois, une fois par mois, pour aller lui présenter et papoter avec lui, quoi. Là, est-ce que tu as autre chose ensuite sur ce sujet juste après, ou est-ce qu'on passe à la partie... Voilà, donc c'est ce que je pensais. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on fasse une synthèse de ce qu'on a vu maintenant, et qu'on fasse peut-être qu'on explique ce qu'on dira la prochaine fois sur ce sujet-là. Oui. On a vu qu'en fait, d'après ce que je comprends, mais tu me corriges, on passe d'un monde qui était plutôt simple, hein, où il y avait un poste de collab, une mission simple, très identifiée, qui n'avait pas besoin de vendre, à un monde peut-être plus complexe, où on doit segmenter sa clientèle, segmenter les tâches. Ouais. Est-ce que c'est ça? C'est le prix à payer pour transformer son cabinet?
Ah oui, enfin, comme dirait l'autre, la folie, c'est de croire qu'on va avoir des résultats différents en faisant toujours pareil, quoi. Je veux dire, il va falloir effectivement transformer ça. Mais encore une fois, je réinsiste sur ce que je disais au tout début. C'est pas une transformation radicale en 2 mois, etc. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps, qui va se faire dans la durée, qui va se faire petit à petit. Mais ça veut dire qu'il faut effectivement suivre une méthode et puis le piloter cette transformation. Et ça, pour le coup, ça va être une des tâches du chef d'entreprise. Et c'est pour ça que l'expert comptable, il va devoir se libérer du temps de production, de technicité, etc. Sur chef d'entreprise, je pilote la transformation de mon entreprise, j'allais dire, plus que mon cabinet, quoi. Ok, donc là, voilà, classique, c'est 90-10, c'est bien sûr la profession toujours prêt à rendre service. Le problème, c'est que il y a 2 types de problèmes. C'est que toujours prêt à rendre service, à répondre à une demande, c'est que, et d'une, il faut que les clients fassent des demandes. Et ça, c'est assez rare. Ils ont du mal à formuler leurs demandes. Et 2, quand on répond aux débottés comme ça, que c'est pas formalisé, etc., 9 fois sur 10, qu'est-ce qui se passe? On le facture pas. On le facture pas. Et puis, comme on n'est pas organisé au niveau du cabinet, que tout le monde est ras la gueule, c'est l'expert comptable ou chef de mission qui fait ça à l'arrache quand il a un petit peu de temps. Et donc, vraiment, cette formalisation, elle a vraiment une vraie nécessité. Et on a parlé beaucoup compta, et évidemment, il y a le social, où tous les conseils. Donc, qu'est-ce qui est compris dans la fiche de paye? Quand on a un accident du travail et que ça dure des mois et qu'on passe 1 heure à le gérer tous les mois, on le facture pas, les histoires de DJSS qui sont pas tombées. Donc, pour chaque process, il faut vraiment aller voir ce qu'on facture pas. Et c'est pas parce que on dit dès demain, je le facture, évidemment, on met sur les factures, là, vous êtes peut-être en train de faire les factures du mois d'octobre, là, vous avez à dos tous les clients parce que vous mettez du jour au lendemain à facturer un truc qui était gratos hier. Donc, il suffit pas d'avoir cette prise de conscience et se dire, ah ouais, super, la présidente de l'ordre, elle m'a dit de facturer. À cause d'elle, j'ai paumé tous mes clients. Donc évidemment, en fait, ce sont des process. Ce parcours, c'est le parcours de la transformation, et on est en train de transformer nos pratiques. Et évidemment, on transforme pas tout du jour au lendemain. On est patient avec nos collaborateurs et on est patient et avec nos clients. Et il va falloir les éduquer un petit peu à ces nouvelles pratiques. Alors oui, il va falloir effectivement être patient, et puis patient avec l'environnement, puis avec nous-mêmes aussi, parce que effectivement, ça va être un processus de transformation qui va prendre du temps, qui va sans doute pas s'arrêter. Combien de temps alors? Moi, je suis un cabinet donc de 10 collabs. Je me dis, allez, j'y vais. Je suis prête dans combien de temps? Le truc, c'est qu'effectivement, comme c'est je vais faire une réponse de Normand parce que c'est compliqué d'avoir, je peux pas dire dans 2 ans c'est bon, c'est réglé, etc. C'est que la phase de mise en œuvre, elle prend du temps parce que là, il faut vraiment se poser. Il faut se poser, il faut définir le projet, il faut réfléchir au projet, il faut faire le diagnostic pour voir ce qu'on peut faire, il faut voir comment on s'organise, il faut mettre en place les procédures, il faut embarquer les collaborateurs dans le projet. Et ça, c'est pas rien, quoi. C'est pas de la limonade, parce que nous, on est super informés, parce qu'on suit les ateliers de l'ordre, on va aux UE, on écoute tout ce qui se dit, etc. Donc, on sait que ça va changer, on sait qu'il va se passer quelque chose, on sait qu'on n'a pas trop le choix, on sait que nos clients attendent d'autres choses. Ça, on le sait. Mais le collaborateur, il est beaucoup moins informé. Alors, je dis pas qu'il est pas volontaire, hein. Au contraire, il y a plein de collaborateurs qui ont juste envie. Enfin, nous, je vois dans les formations qu'on anime avec les collaborateurs, il y en a un bon paquet. Quand on leur dit, tu vois, là, ça veut dire que plus de saisie, moins de tenue, plus de TVA. Ils disent, quand est-ce qu'on commence, quoi? Enfin, quand est-ce que ça commence? Donc, il y a de l'envie et de l'énergie et des compétences. Mais pour embarquer tout le monde là-dedans, ça prend du temps. Pour réorganiser un petit peu. Pour faire une mini page de pub, aux dernières universités d'été, là, on a proposé le parcours transformation du métier spécial collaborateur qui a eu pas mal de succès. C'était la première fois qu'on s'adressait comme ça aux yeux,
co-collaborateurs. Et évidemment qu'il faut continuer parce que en Italie, il y a 120 000 experts comptables et donc c'est un métier différent où l'expert comptable est souvent seul, il n'a pas de collab. Ouais. Donc après, pour transformer l'Italie, c'est différent. Nous, on a des collabs. Alors, on en a peut-être que 2, 3, 4, mais on en a et il faut qu'ils soient mûrs avec la même maturité de prise de conscience. Et donc, alors moi j'ai eu beaucoup de retours aussi très positifs de ces universités d'été, de la part de collaborateurs, mais de la part d'experts comptables qui avaient envoyé leurs collaborateurs, enfin dont les collaborateurs avaient suivi ces ateliers, et ils ont trouvé ça très bien. Et c'est vrai qu'il faut parce que eux, les collaborateurs, nous experts comptables, ça va changer notre modèle, ça va changer le modèle, l'organisation du cabinet, un peu nos tâches, etc. Eux, ça va changer en profondeur leur métier, quoi. Donc cette phase d'embarquement des collabs et d'accompagnement, elle n'est pas si évidente que ça. Et tout ça, avec tout ça, c'est quand on parlait de patience, c'est que on va faire plein de choses qu'on n'a jamais faites jusque-là. On va faire des choses différemment. Et donc, s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on ne va pas y arriver du premier coup, tout nickel chrome, etc., quoi. Et ça, des fois, on a du mal à le gérer. Là, tous les deux, on a fait un super méga teasing de l'épisode 2. Parce que ça, on va dire comment à l'épisode 2. Voilà, alors moi, je serai plus là parce que je vais vous laisser tranquille. Toi, parce tu sais que déjà. Non, moi, non. je suis un peu envahissant, je comprends parfaitement. Donc, je vais vous laisser tranquille après pour les prochains épisodes. Mais la question, c'est surtout le comment. Là, on a fait l'état des lieux qui est une vraie méthodologie. C'est exactement ça. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui disait le problème, c'est qu'on n'a plus le temps, il faut y aller et c'est pas facile. Donc, je pense que sur la prise de conscience, il y a plutôt un consensus. Après, là, justement, l'objectif des prochains ateliers, ça va être de rentrer dans le comment est-ce qu'on fait. Je suis obligé d'arrêter parce que là, on a dépassé le temps. Ah oui, c'est ça. Oui. On te dit depuis tout à l'heure que tu étais trop lent. Il a commencé à me le dire au bout de 10 minutes, alors je pensais que j'avais le temps, en fait. Ça faisait déjà 40. À force de crier au loup. Donc voilà, donc on a soulevé pas mal on a dressé, je pense, le panorama, le tableau de ce qu'il y a à faire. Là, ce qu'on verra à partir de la fois prochaine, c'est comment est-ce qu'on y va concrètement et comment est-ce qu'on fait tout ce qu'on a à peine évoqué là, sur embarquer les collaborateurs, faire sa segmentation de tâches, de clientèle. S'organiser pour produire ses missions, s'organiser pour les vendre. Parce que c'est aussi donc c'est pas, encore une fois, l'idée c'est de faire des choses simples, faciles à mettre en œuvre dans un cabinet pour des personnes dont c'est pas la spécialité de faire du marketing, de la segmentation, etc. On fera simple, concret sur la démarche globale, et après dans les autres ateliers, on intégrera cette démarche globale à une mission proprement dite. Pardon, je t'ai coupé ta conclusion. C'est parfait, c'est exactement ça. On ira chercher des missions pointues et on les regardera vraiment dans le détail. Oui. Et c'est ce que tu disais, je pense que c'est important de le redire, c'est-à-dire qu'on ne propose pas le Big Bang du cabinet. Non. C'est de partir du réel, de la réalité de ce qui se fait et de voir ce qu'on peut construire dans chaque cabinet. Et on va y aller pas à pas. On va y aller pas à pas, on va piloter, on va essayer, on va faire 2 pas en avant, un pas de côté, des fois un petit pas en arrière. On va s'organiser pour ça, et puis pour créer des structures entre guillemets agiles où on puisse s'adapter un petit peu en permanence, quoi. Et quand je dis on, c'est vraiment à tous les étages des cabinets, quoi, et tous les étages. Donc l'objectif là de l'ordre, c'est de proposer ces ateliers qui sont une sensibilisation à la transformation, parce que c'est un chantier important. Je rappelle qu'on a des coachs qui peuvent être à disposition aussi, un catalogue de coachs que vous pouvez contacter pour vous aider dans ces démarches. Vous les trouvez sur le site de l'ordre des experts comptables. 8 ateliers pour cette saison 2 où la mise en, donc encore le prochain atelier, donc comment on met en place concrètement dans le cabinet, et après mission par mission, on descend la facture électronique, les missions de recouvrement des comptes clients, les missions de paiement des fournisseurs, les missions, le CF, on l'a mis aussi dans le four service. Si ça vous dérange intellectuellement, vous échangerez. C'est un sujet. Est-ce que le CF est une
mission de full service ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est une mission qu'on peut proposer aux clients aujourd'hui et c'est un très bon outil pour la vente. En fait, on peut s'entraîner à la vente avec le CF qui nous ressemble beaucoup. Donc, à chaque fois, des outils. À chaque fois, l'ordre, on va vous proposer des exemples de lettres de mission pour ces missions-là, des témoignages d'experts comptables, enfin tout pour vous faciliter la vie, pour vous aider dans cette transformation de cabinet. Voilà, c'est le projet ambitieux de cette saison 2. Donc moi, je vais vous laisser parce qu'après, je viendrai plus vous enquiquiner. Donc, Julien sera donc notre monsieur loyal pour tous les prochains épisodes. Julien Catanès, que vous connaissez peut-être de Compta Online parce qu'on ne s'est pas vraiment présenté. On est parti sur les chapeaux de roue. Ludovic Mello, donc consultant chez Biredi. Donc, Ludovic va nous accompagner pour quelques ateliers. Après, il y aura un autre consultant qui est Stéphane Reynaud. Bien évidemment, on est là, ouvert à toutes les suggestions. Si on avait oublié, par exemple, de développer une mission de full service et que vous avez envie que nous en parlions, évidemment, vous nous envoyez sur le chat une idée, une mission. On n'a pas parlé, par exemple, des bilans carbone. Si vous voulez qu'on vous fasse un spécial bilan carbone, pourquoi pas. Cet atelier existe avec la mission RSE. On l'a fait déjà. Il y a une journée de la RSE il y a 2 semaines. On a beaucoup parlé des outils qui existent aujourd'hui sur les bilans carbone. À chaque fois, on va essayer de vous donner aussi l'outil. Donc un triptyque, un témoignage, un outil, un témoignage, un outil, un spécialiste et le focus déontologique avec la lettre de mission. On espère être complet, on espère vous aider dans vos démarches, c'est notre ambition à l'ordre. Merci beaucoup Virginie. J'ai une dernière précision parce qu'on nous repose la question. Donc la prochaine date à noter sur le calendrier, comme tu le disais au début, c'est le 8 novembre pour le 2e atelier de la série. Ouais, je réponds. Ouais. Non Oui. Ben, parfait. Ben, merci à tous. J'achèterai une montre pour le prochain atelier. Merci. Merci à tous. Désolé de vous avoir mis en retard.